Nous allons donc nous présenter. Donc moi, je suis Delphine Magnante, cadre de santé sur l'HAD de Béthune et pilote du projet ERISP. Moi, je suis Margot Dupont, je suis médecin sur l'HAD et médecin de soins palliatifs et référente du coup pour le projet ERISP. Moi, je suis le docteur Rémi Lecouf, je suis directeur médical au sein du groupe Santélis. Je vais commencer par vous donner quelques éléments de contexte. Donc, cet ERISP s'inclut dans le développement des soins palliatifs en HAD, qui fait partie intégrante de la feuille de route HAD 2021-2026, qui nous demande des soins pertinents, des soins de qualité hospitalière co-construits et innovants au domicile, et aussi de la stratégie décennale d'accompagnement des soins palliatifs qui a été publiée en avril 2024. Qui est plus, elle, sur de l'accompagnement le plus possible en proximité, au mieux au domicile, sur de la coordination, de l'interdisciplinarité, et le fait de favoriser le maintien au domicile de ces patients. Les RISP a été évoqué tout d'abord en mai 2025 par un appel à manifestation d'intérêt avec la labellisation de 15 équipes rapides d'intervention. En 2025, un second appel à manifestation d'intérêt a été porté qui a, quant à lui, permis le lancement de 15 équipes supplémentaires. Cet ERISP ne peut prendre vie que par l'accompagnement par des acteurs en soins palliatifs sur le territoire local de Béthune, notamment 2 USP qui font partie de notre territoire, qui sont normalement présentes aujourd'hui, une à Amélie-Loutre et une à l'hôpital privé de l'Artois. Une équipe mobile en soins palliatifs émanant d'Amélie-Loutre, qui a, elle, une intervention hebdomadaire au sein de l'hospitalisation à domicile de Béthune, un dispositif d'appui à la coordination, avec une équipe de soins palliatifs d'expertise à domicile, dont j'ai vu quelqu'un se connecter il y a peu de temps, avec le SAMU local, qui va intervenir dans des prises en charge en soins palliatifs, avec les professionnels de santé de ville, qui, eux, font aussi des soins palliatifs à domicile, et bien entendu avec nous, l'HAD. Concernant les objectifs de l'ERISP, donc ils sont cités dans la note de la DGOS. L'objectif de ce dispositif est de faciliter l'accès aux soins palliatifs de toutes les personnes qui en relèvent, quel que soit leur âge et leur situation. L'ERISP intervient sur la même zone d'intervention que la structure HAD porteuse. Chez nous, donc l'HAD de Béthune. L'objectif est également de prodiguer des soins palliatifs aux patients pris en charge en phase aiguë, justifiés par l'état de santé de celui-ci, afin de conduire à la stabilisation et au soulagement du patient. Favoriser le maintien à domicile du patient en situation d'urgence jusqu'à sa prise en soins palliatifs et assurer l'interface avec les filières de prise en charge associées, comme précédemment présenté par le docteur Lecouf. Alors, qui peut nous solliciter? Évidemment, tous les médecins référents pour un patient, que ce soit les médecins traitants, que ce soit les médecins coordinateurs dans les établissements médico-sociaux, le SAMU, si jamais soit ils sont au domicile et ils ont besoin d'une coordination avec nos équipes, soit en amont s'ils sont appelés et puis qu'ils préfèrent que ce soit nous qui intervenions vu la situation, mais ça pourrait aussi être les infirmiers libéraux. Ça, c'est en pratique dans l'idéal ce qui est demandé. On verra dans les exemples que c'est pas toujours le cas finalement. Au domicile, enfin en tout cas en pratique, comment on fonctionne aujourd'hui, on a une ligne téléphonique qui est dédiée pour les personnes qui demanderaient du coup l'intervention de l'ERISP. Vous appelez du coup l'HAD, en tout cas comme l'HAD habituellement, et à l'accueil, ils vont rediriger la demande vers la personne qui est d'ERISP ce jour-là, sur une ligne qui est justement interne. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de numéro de l'extérieur pour nous appeler directement. Ça peut être aussi via l'HAD, on va dire, classique pour le coup, où on peut aussi réceptionner des demandes où on se dit que finalement, il y a quand même un caractère d'urgence. On va rappeler du coup, faire une préévaluation téléphonique avec la personne qui demande, potentiellement même déjà avec la famille et déjà les soignants qui interviennent déjà au domicile, pour voir si on va déclencher une intervention. L'intervention, c'est une intervention conjointe, un médecin, une infirmière, en semaine. En dehors de ce créneau-là, il y a toujours des recours à l'astreinte de l'HAD pour pouvoir demander une admission quand même en urgence, évidemment. L'objectif, c'est d'intervenir au domicile dans un délai de moins de 4 heures. Donc à partir de la demande, il y a quand même quelque chose qui est assez rythmé pour qu'on puisse se mettre en place le plus rapidement possible. Pour ça, on a dû créer tout un circuit à la fois de logistique et de pharmacie qui sont complètement dédiés.
un véhicule qui est adapté avec du matériel. Donc, on a des PCA, des sables, de quoi piquer, et on a des médicaments déjà dans ce véhicule pour pouvoir mettre en place tout ce qu'il faut de façon urgente. Au domicile, donc on fait une évaluation en binôme avec l'entourage familial et puis les soignants, si possible, s'ils peuvent être présents. On recueille du coup toutes les informations et après coordination avec l'ensemble des acteurs, s'ils sont tous en accord avec le projet de soins qu'on peut proposer, on va pouvoir mettre en place d'emblée, comme je disais, des thérapeutiques, mais ça peut être aussi dans certains cas des soins de nursing un peu de façon urgente. On a eu un patient récemment sur une sortie d'hospitalisation où il n'avait pas d'aide. Finalement, on s'est rendu compte qu'il avait perdu en autonomie 3 jours après. Le médecin traitant nous a alertés pour qu'on puisse se mettre en place. On a finalement aussi fait de la gestion de la douleur, etc. Mais voilà, c'était pas forcément la prise en charge médicamenteuse qui était nécessaire au premier plan quand on a fait notre évaluation. Et il y a un très gros travail aussi de coordination post-intervention et puis le suivi après qu'on va mettre en place derrière avec l'ensemble des acteurs. Pour un peu situer l'activité concernant les risques en 2025, donc au total, on a eu 119 patients qui relevaient des critères ERISP pris en soins. 3 motifs principaux de sollicitation avec l'altération et la dégradation de l'état général, la demande de mise en place de PCA, midazolam, morphine et surtout le souhait de fin de vie au domicile du patient et ou de la famille. Sur le temps moyen entre l'heure de sollicitation et l'heure d'intervention, on était en moyenne sur 6h03 avec l'objectif attendu de 4 heures. Sur la durée moyenne de la première intervention, c'est-à-dire le temps passé au domicile, on était sur une moyenne d'1h15. Et sur nos 119 interventions, on a eu 113 patients orientés vers l'HAD et 6 décès. Par rapport à 2026, où nous avons pu nous réorganiser concernant les interventions et où on a pu avoir tout le matériel, le véhicule, etc. Là, sur le premier trimestre, on a pu prendre en soin 34 patients et sur un délai moyen sur lequel on s'est nettement amélioré de 3h24 entre la sollicitation et l'heure d'intervention. On va prendre quelques exemples pour rendre les choses un peu plus concrètes. Là, quand je vous disais tout à l'heure que les personnes qui pouvaient nous interpeller étaient généralement des médecins ou des infirmiers, là, pour le coup, c'est l'épouse qui nous avait interpellés, puisque ce patient de 61 ans qui était qui était en prise en charge palliative dans le cadre d'un cancer pulmonaire métastatique, en fait, avait quitté l'HAD une semaine auparavant, où il avait été accompagné surtout pour une antibiothérapie. Le médecin traitant avait acté la fin d'HAD, le patient était complètement autonome. On est réinterpellé une semaine après par l'épouse et le pharmacien, mais à la base, la demande est uniquement pour renouveler les traitements du patient. On n'a pas plus de précision. Et finalement, en creusant un peu, on se rend compte que ce patient a fait des hypoglycémies sévères et qu'il a été mis par son médecin traitant sous des perfusions de glucosés 10% et 30%, et qui a besoin du coup d'une intervention quand même médicale rapide pour refaire le point. Et ce patient souhaite décéder à son domicile. Euh, le médecin traitant est en fait hospitalisé, il ne peut plus assurer le suivi, puisque c'est plutôt quelqu'un avec qui on a l'habitude de travailler, et on était surpris qu'il ne nous ait pas réinterpellés. On intervient du coup en binôme et ce qu'on leur propose, en lien aussi, en coordination avec l'endocrinologue qu'on a sur l'HAD, on initie une corticothérapie sur de probables hypoglycémies paranéoplasiques. On met en place les prescriptions anticipées en lien avec le souhait du patient de son décès au domicile. On aide à la rédaction des directives anticipées parce que c'était le souhait du patient qu'il y ait quelque chose qui soit un peu mieux acté. Et on accompagne l'entourage, notamment son épouse et les enfants qui sont présents également. Ce patient, il est décédé finalement une semaine plus tard à son domicile. Le deuxième exemple, une patiente de 91 ans en EHPAD qui a chuté il y a une dizaine de jours, qui n'a pas de pathologie vraiment particulière, qui a plus de voie orale possible. Le médecin traitant est passé la veille, il a mis en place une hydratation, il voulait un peu réévaluer et finalement le lendemain, cette patiente s'altère vraiment. Il y a une demande de la famille d'un maintien à l'EHPAD. On se déplace en binôme pour faire une coordination avec une collaboration, une coordination avec la famille, avec l'équipe de l'EHPAD. On interpelle le médecin traitant qui est en accord du coup avec nos prescriptions, puisque nous, ce qu'on constate, c'est une patiente qui est douloureuse, qui est encombrée et qui est agitée. Du coup, d'emblée, on peut mettre en place le paracétamol, on met une PCA de morphine en mode bolus, une PCA amida en mode jour-nuit, et puis on fait des anticipés pour une fin de vie au domicile, pareil, juste quelques jours plus tard.
une troisième, une patiente de 77 ans qui avait un oligodendrogliome mais qui finalement était stable. Et on est interpellé puisqu'elle n'a plus de médecin traitant depuis 5 mois, que cette dame n'a plus d'ordonnance à disposition et qu'elle est douloureuse. C'est une patiente aussi qui a une nutrition entérale depuis 3 ans, qui est suivie par un prestataire de nutrition qui n'a bientôt plus de possibilité de poursuivre la livraison du matériel. Et cette patiente, en fait, est en train de s'altérer au domicile et n'a plus aucun suivi médical, ce qui est assez fréquent, en fait, sur notre secteur. Donc nous, on se met en place, pareil, en binôme, pour refaire le point avec la fille, les intervenants au domicile qui étaient en fait très nombreux. Et on reprend, nous, en charge sur l'HAD, à la fois pour le suivi médical. Là, il n'y a pas de besoin urgent, hormis en fait represcrire et refaire le suivi médical de cette patiente, qui du coup sera fait par l'HAD secondairement. Nous avons terminé la présentation. Nous allons pouvoir passer au temps d'échange. Donc, nous sommes disponibles pour répondre à toutes vos interrogations, vos questions ou échanger sur les pratiques peut-être déjà mises en place dans vos HAD. Bonjour, je me permets de prendre la parole. Je suis Adélaïde Lescao, directrice d'une HAD dans le 06. Je reviens juste sur le dernier exemple que dont vous avez parlé, la prise en charge de cette personne pour laquelle vous avez pallié finalement au suivi médical. Oui. C'est des appels que vous avez souvent, parce que nous aussi, on a des médecins libéraux qui partent souvent à la retraite, enfin, et de plus en plus. Oui. Ouais. Donc, est-ce qu'il y a les personnes qui vous sollicitent font forcément le lien entre la prise en charge palliative et le manque de suivi médical? Est-ce que peut-être des fois vous êtes contacté Non, sans là qu'il y pour ait le coup, forcément un suivi la palliatif? sollicitation, elle a été très tardive. Cette dame, elle avait déjà un SIAD en plus qui était en place, qui nous a pas du tout interpellé pour l'altération de cette patiente. Ça peut arriver quand même, et du coup, comme c'est quand même on a quand même beaucoup de patients ici sur notre secteur qui n'ont pas de médecin traitant, des médecins traitants qui partent, des médecins traitants en arrêt ou des médecins traitants qui ne font pas de visite à domicile. Nous, on a des postes dédiés en fait. Donc, on a une médecin qui est dédiée aux patients qui n'ont pas de médecin traitant et on a une IPA aussi qui assure le suivi en intermittence aussi pour ces patients-là. Donc, ça peut arriver qu'on ait des demandes, des sollicitations, des services notamment pour un suivi médical sur des patients en situation palliative qui n'ont plus de médecin traitant. Du domicile directement, c'est quand même plus rare. Ok. Merci beaucoup. De rien. Je vais répondre à la question. Pardon. Oui, je vais juste répondre à la question de Madame Dassonval-Janine. Donc, la demande de prise en soin se fait vraiment par le numéro HAD habituel. Nous, on a le circuit en interne où on a vraiment un téléphone ERISP dédié. Donc, c'est un peu le téléphone d'urgence, le téléphone rouge, où les chargés d'accueil ont été formés. Quand il y a une demande ERISP, nous interpellent directement sur ce téléphone pour qu'on soit le plus réactif possible sur la demande et que ce ne soit pas un téléphone qui soit occupé régulièrement. L'HAD de Cornouailles. Oui, on se posait la question au niveau de vos demandes de prise en charge. Du coup, dans le cadre de l'ERISP, est-ce qu'on peut se passer d'un accord médecin traitant? Si vous parliez de sollicitation directement par les libéraux, Non, vous allez du coup, on évaluer. va quand même aller rechercher du coup dans D'accord. les informations, c'est-à-dire qu'il y a une préévaluation à partir du moment où on a l'appel, déjà avant de déclencher, parce que ça nous est aussi arrivé d'avoir des interpellations par des infirmiers libéraux, puis finalement, quand on essaye de reprendre un peu les informations, soit le patient finalement il n'est pas dans une situation palliative et il nécessite une hospitalisation d'emblée pour refaire le point, soit en fait en faisant le point avec les médecins qui suivent le patient, alors au sens large, le médecin traitant, les médecins hospitaliers. Non, en fait, il y a encore d'autres choses à faire et du coup, là, la poursuite au domicile n'est pas du tout adaptée. Il y avait un manque d'informations. Donc, c'est vrai qu'il y a quand même une préévaluation qui peut potentiellement être assez longue aussi avant notre intervention. Mais il nous faut idéalement quand même la collaboration aussi avec le médecin traitant. Généralement, il est quand même au courant, en fait. C'est quand même souvent eux qui nous appellent. Le plus souvent, c'est quand même eux qui font la demande. Okay, merci. Nous avons une question du docteur Gomez. On ne vous entend pas, docteur.
Je vais répondre en attendant à la question, du coup. Sur la question pour la psychologue, non, elle est pas. Alors, les psychologues de l'HAD peuvent intervenir du coup auprès des patients de l'ERISP, mais elles vont être sollicitées au même cas. C'est-à-dire qu'elle n'est pas dédiée pour avoir une intervention plus rapide dans cette situation-là. Madame Chantran, en attendant. Oui, bonjour, merci de me donner la Bonjour. parole. Donc nous, moi, HAD de Lyon, je suis cadre de santé. On démarre la structuration de notre activité RISP. On a mis en place une équipe dédiée sur le domicile depuis mars, mais les prises en charge en urgence, on les faisait relativement, enfin on les faisait déjà en fait avant d'avoir les RISP. Comment on n'a pas de ligne dédiée, par contre, nous c'est le médecin qui donne les feux verts en HAD, qui reçoit les appels de ses confrères et qui va orienter ERISP ou pas ERISP selon s'il y a besoin de réaliser des soins en fait pour soulager le patient et l'orienter rapidement. Je vois dans les exemples que vous avez cités que, enfin, nous, ça pourrait être des situations où on n'y va pas forcément en urgence parce qu'il n'y a pas forcément Oui. de soins à réaliser de manière urgente, tout simplement dans les 4 heures. Comment vous pouvez dire que vous les catégorisez en ERISP ou pas en ERISP quand vous recevez les demandes, en fait? Alors, il y a aussi, il y a en fait parce que forcément, il y a des demandes qui tombent potentiellement sur l'HAD classique. Par exemple, la dernière patiente, à la base, c'était une demande pour de l'HAD, on va dire, conventionnel, pas du tout pour de l'ERISP. Finalement, quand on refait le point, on pouvait, donc c'était un jeudi, nous, on pouvait l'évaluer en HAD classique le mardi suivant, potentiellement. Cette dame, elle a déjà plus d'antalgique depuis une semaine. Là, du coup, on s'est dit, ça nous embête un peu. En fait, elle a besoin d'une ordonnance. Donc, en effet, c'est pas des gros soins techniques. On va pas révolutionner les choses. On va faire surtout de la coordination chez cette dame, refaire un point clinique, revoir un peu ce qui s'est passé, et puis refaire les ordonnances. Donc, en effet, il n'y avait pas besoin de... En fait, ça aurait été trop tard en HAD classique, mais j'entends que c'est un peu peut-être trop... c'est trop stable pour être de l'ERISP pour l'instant. Mais du coup, ça dépend aussi en fonction du délai sur notre HAD à côté. Et à partir du moment où l'ERISP intervient, le patient rentre en HAD ou Ça pas? dépend de la situation. Il y a des patients où il y a une temporisation parce que ça ne le nécessitait pas tout de suite, hein. Finalement, ils rentrent quasiment tous en HAD finalement derrière parce qu'il y a une nécessité en termes de soins, de suivi ou autre. Ok, merci. Docteur Gomez, je ne sais pas si le son refonctionne de votre côté. Non. Non, toujours. Si vous voulez, vous pouvez écrire la question dans la conversation, nous allons la traiter. Oui, Lucie? C'était pour revenir sur cette situation-là, puisque Ouais. dans l'historique, on a eu Il y une avait- double ouais, sollicitation c'est ça. ESPED. Et donc, pour la question aussi par rapport aux médecins traitants sur les personnes qui ne sont pas sur le même territoire, en fait, c'était pour aussi dire qu'il y a, voilà, il y a des dispositifs sur des situations plus sociales et complexes, avec complexité médicale, pour lesquels le déploiement des DAC et des ESPED sont aussi là. Et finalement, sur cette dernière situation présentée, nos 2 dispositifs avaient été sollicités en fait. Ça. Et effectivement, c'est la coordination de déplacement qui et effectivement, c'était une situation relativement stable où on est un petit peu dans nos frontières respectives d'intervention, effectivement. Du coup, moi, toujours la question que j'aurais posée, c'était voilà, de quelle façon on détermine l'urgence et parfois l'urgence relative du déclenchement ERISP sur ces Après, profils de ça va patients-là. dépendre. Ouais. Ouais. C'est pour ça que je disais, c'est vraiment le délai. Mm. C'est-à-dire que là, en effet, il n'y avait peut-être pas d'urgence dans la journée, mais 4-5 jours après, ça nous aurait quand même, ça nous Oui. paraissait quand même trop tard, du coup, pour le coup. Là, on avait la disponibilité, on est sorti. Et du coup, on l'a pris sur ce dispositif-là, et dans la journée, elle rentrait en HAD finalement derrière, et toute la coordination était faite, que ce soit avec tous les prestataires, les intervenants libéraux, le SIAD, etc. Donc, pour le coup, et on savait qu'elle n'était pas soulagée. C'est ça, en fait. C'était ça aussi notre limite, quoi. C'était de se dire qu'elle avait quand même besoin de ces traitements jusqu'à la semaine prochaine, quoi. Donc, on a des fois des sollicitations, en effet, HAD, pour des patients en situation palliative au domicile, où on se dit que finalement, on va les faire rentrer quand même plus tôt sur les risques pour avoir une coordination plus rapide, même si j'entends qu'il n'y a pas besoin forcément de soins urgents dans la journée parfois.
Ensuite, on a une question dans le chat du docteur Bonnard sur Saint-Quentin. Effectivement, Margot Dupont, elle fait partie de l'HAD de Béthune et elle détache du temps pour intervenir auprès des patients qui seraient identifiés comme ERISP. Petit message caché, si vous connaissez des docteurs, à Béthune, il fait bon vivre. Venez. Et sur la question au-dessus, sur les astreintes, on ne se déplace pas. On est d'astreinte du coup pour toute l'HD, mais on a plusieurs sites, donc le territoire est très grand. Donc on ne se déplace pas sur les astreintes. On a la possibilité de faire de la téléconsultation, téléexpertise, même si c'est pas ce qu'on priorise. Voilà, on a quand même cette disponibilité-là. D'où le fait que par contre, si on a une sollicitation sur un week-end, il faut forcément qu'il y ait un examen médical au préalable pour le coup. L'HAD de Cornouailles. Vous n'avez pas baissé la main ou c'est une nouvelle question? Désolée. Oui, il y a une autre question. En fait, du coup, juste pour confirmer, vous faites de 9h à 18h, je crois, on a vu Oui, sur la présentation, Mm. du lundi au dimanche inclus. Par contre, vous n'aurez pas de déplacement ou d'admission la nuit. Alors, de 9h à 18h, c'est du lundi au vendredi, donc avec présence Ouais. médicale et paramédicale avec déplacement. Et en dehors de ces créneaux, donc la nuit, le soir, week-end, c'est téléconsultation à distance avec, par contre, déplacement paramédical. Mais pas médical. Pas médical. médical. Ok. Mais on a une HAD avec des spécificités et une taille qui fait que sur la nuit et les week-ends, ça nous arrive de faire des admissions. Enfin, je dis ça nous arrive, c'est un peu plus large que ça. Ok, merci. L'HAD de Vannes. Le week-end, nous ne pouvons pas vous solliciter. Si, du coup, il peut y avoir sollicitation, mais là, pour le coup, il nous faudra un examen médical au préalable, puisque nous, on se déplacera pas au domicile sur le week-end. Par contre, on réinterviendra le plus vite possible au niveau médical sur le début de semaine. Ça dépend qui le fait. Bah, ça peut être généralement, ça va être le SAMU. Après, ça va être les médecins traitants. On a des sollicitations parfois sur le samedi matin, des médecins qui sont passés au domicile et qui vont nous faire la demande. Docteur Gomez. Allô, allô? Oui. Ah, c'est bon. On vous entend. Vous nous entendez? C'est bon. Oui. Ah, super. On est à deux. Avec le docteur Mabrier, on avait quelques questions, enfin, trois questions. La première était comment vous assurer, parce que nous, ça nous arrive quand même régulièrement, comment vous assurer que le patient ait bien acté soins palliatifs? Bah, du coup, c'est ce que je disais, c'est qu'il y a un gros travail avant de partir pour de chercher les informations, d'aller rappeler soit les oncologues si les choses n'ont pas été clairement annoncées, de récupérer, de voir un peu avec la personne qui nous appelle s'ils ont déjà récupéré des courriers ou s'il faut qu'on le fasse, de se renseigner auprès de l'ensemble des intervenants et généralement le médecin traitant si c'est pas lui qui nous interpelle. Et c'est pour ça qu'en fait, des fois, on a des sollicitations et on se rend compte que finalement, non, la situation, elle n'est pas palliative et on va pas se déplacer et qu'il y a d'autres choses à faire et on fait de la réorientation. Donc, on ne se déplace que si on est certain de la situation. La deuxième question, c'était par rapport à votre exemple sur les EHPAD, où dans l'exemple que vous donnez, c'est arrivé lundi, pas plus tard que lundi, où en fait, c'est l'équipe mobile qui a été interpellée pour une situation, on va dire globalement similaire. Donc, je me suis placée en équipe mobile et comme il fallait effectivement une technicité pour la patiente, j'ai appelé l'HAD et vous êtes venu en soirée pour mettre le matériel nécessaire. Parce qu'a priori, c'est dans les missions pures de l'équipe mobile en semaine d'aller en EHPAD sur des évaluations soins palliatives. Donc, il va falloir quand même probablement qu'on se coordonne pour savoir qui fait quoi. Voilà. Oui, c'est ça, il faudra qu'on refasse le point sur, en effet, quand on peut intervenir ou sur les demandes que vous avez. Est-ce que c'est vous qui allez, est-ce que c'est nous? Enfin, ça, il n'y a pas de souci, on peut en discuter, oui, pour refaire le point sur qui se déplace et qu'est-ce qu'on fait. Là, pour le coup, si vous êtes déplacé, ben, en effet,
on suit, là sur l'HAD va se mettre en place d'emblée pour mettre en place les PCA, comme ça a été le cas du coup lundi, sans souci. On se redéplace pas nous derrière pour le coup quand il y a une évaluation déjà palliative au préalable. Mais ma question, c'est plus les structures style EHPAD vont appeler, dans le schéma qu'on peut imaginer de parcours de soins patients, est-ce qu'ils appellent l'HAD l'équipe et l'équipe ERISP ou c'est l'équipe mobile voilà. Après, ça va dépendre. C'est-à-dire que nous, comme on a aussi tous nos patients aussi en dossier dormant à côté, ils ont plus facilement l'habitude de nous appeler pour les patients qui sont déjà connus de la HAD, où il y a où il y a déjà cette évaluation et ce suivi. Donc, ça dépend aussi des habitudes. Là, pour le coup, c'est EHPAD par EHPAD et de leur habitude à solliciter la HAD habituellement et de leur habitude à anticiper aussi à l'aide des dossiers dormants. Parce que pour le coup, quand on a des EHPAD qui ont énormément de dossiers dormants, ils nous sollicitent d'emblée pour les admissions ou pour le patient qui s'altère, je pense. Et à l'inverse, voilà, quand j'ai vu le projet d'ERISP, ma question était sur des patients, par exemple, qu'on voit en consultation et qui sont à ce moment-là parfaitement stables, dont le projet est clairement un soutien à domicile. Est-ce qu'on pourrait aller jusqu'à envisager un dossier dormant style ce qui est fait en EHPAD pour des patients du domicile? Non, parce là, ce serait de la sollicitation. Alors là, pour le coup, via le DAC ou pour le patient qui est stabilisé. Après, Lucie, tu peux intervenir, mais pour le coup, c'est plutôt sur le ça, on DAC est dans avec l'émission et nous. l'ESPED, en Ouais. fait. Pour le C'est coup, on va pareil. basculer sur l'émission de l'ESPED et l'ESPED peut nous interpeller si la situation s'altère au domicile et qu'il n'est pas revu en consultation immédiatement. Ça, pour le coup, on ne fera pas les dossiers dormants parce qu'on a besoin de réévaluation quand même clinique de ce patient-là Et au nous, c'est des domicile. articulations qu'on fait en communiquant régulièrement avec les coordinatrices d'HAD sur les patients qui peuvent potentiellement à un moment être en sollicitation HAD. Donc, en fait, c'est la même chose que pour EMSP et RISP. Il y a des questions de coordination et d'articulation entre les différents dispositifs, en fait, sur les missions respectives et aussi les missions qui se recoupent un petit peu, je pense, effectivement. Et du coup, une autre question, alors c'est plutôt avec ma casquette de soins palliatifs pédiatriques. Là, par exemple, je sais qu'il y a une situation sur le Béthunois où voilà, un enfant qui potentiellement pourrait avoir rapidement besoin de la mise en place de l'HAD, même si pour l'instant, ça tient très bien comme ça. Pour les enfants, vous agissez de la même manière? Non, sur les RISP, non. Par contre, à côté, on a la l'HAD pédiatrique. Et du coup, on a d'autres référentes. On a les pédiatres de la l'HAD pédiatrique qui peuvent être des interlocutrices pour rediscuter d'une potentielle future admission en HAD ou avoir déjà une alerte et pour voir un peu comment ça pourra se coordonner. Là, c'est une autre équipe, pour le coup, pour les enfants. Et pour les enfants, le regard porté sur l'enfant en HAD quand il est en soins palliatifs, il est un petit peu plus large que celui de l'adulte. C'est-à-dire que dès lors qu'on sent qu'on est très à risque à court ou à moyen terme, on va se poser potentiellement moins de questions sur la mise en œuvre d'une HAD. D'accord, ça ira rapidement aussi comme ça. Ouais. Ok. On va être beaucoup plus dans l'anticipation. Ok. Merci. De rien. Madame Chantran? Oui, je me posais la question de comment vous suivez votre activité, parce que nous, on intègre les patients à partir du moment où on fait des soins, on les intègre en HAD, enfin à partir du moment où l'IRISP y va, pour nous, c'est des patients qui relèvent de l'HAD, donc on les prend, même si on les prend un jour, on les prend, quoi. Donc ils sont dans notre DPI et après on les identifie d'une certaine façon. Vous, comment vous faites, qu'au bout de combien de temps vous décidez de les réorienter si, par exemple, ils ne sont pas décédés, s'ils sont stabilisés, qu'ils ne relèvent pas de l'HAD, et comment vous requêtez, comment vous suivez votre activité? C'est une question un peu large, mais... Déjà, en fait, ils sont quasiment tous Nous, ils sont finalement, rentrés sur 2025. même si c'est en moins de 48 heures, mais ils sont tous rentrés finalement sur l'HAD. Parce que pareil, les soins le nécessitaient. En fait, on se rendait compte que finalement, on arrivait, on avait quand même beaucoup de techniques de nursing ou autre, et en fait, d'emblée, ils rentraient sur l'HAD. Après, ils sont identifiés et c'est toi qui fais le suivi. Même s'ils sont pas encore entrés en HAD, ils sont dans notre logiciel métier, notamment parce qu'en plus, on peut être interpellé sur l'astreinte pour eux de qu'ils ont un dossier comme les patients qui sont sur l'HAD. Ils sont un peu identifiés différemment pour qu'on puisse les reconnaître. Mais en fait, on a
peu le besoin puisqu'il rentre Ouais. dans les 24-48 heures en HAD finalement derrière. Et notre DPI, notre dossier patient informatisé, nous permet de les identifier sur quelque chose de spécifique. Ok, merci. J'ai vu. Oui, le SAMU peut-il nous contacter? Oui, bien sûr, ils ont été rencontrés du coup pour évoquer cette question-là. Ils peuvent tout à fait nous solliciter. Alors, bon, ils le font déjà pour des patients chez qui ils interviennent. Et puis, finalement, sur l'HAD, on va dire classique, ils ont besoin de la mise en place d'une technique. Mais ce qu'on a discuté avec eux, c'est aussi que s'ils avaient une intervention où ils voulaient rediscuter de est-ce que c'est plutôt eux ou nous qui devons nous déplacer, il n'y a aucun souci. On était disponible pour que ce soit nos équipes et plutôt les leurs dans certaines situations qui se déplacent. Ensuite, on a une question. Comment avez-vous communiqué sur les risques auprès des médecins traitants? Voilà. Alors là, oui, il y a eu des mailings. Après, sur le Oui. coup, ça a été beaucoup de bouche à oreille, même si, comme on le disait, comme la ligne est interne, elle est pas disponible depuis l'extérieur. En fait, on traite les demandes. Les médecins traitants ne savent pas forcément qu'ils sollicitent d'emblée les risques, en fait, finalement. Ils sollicitent l'HAD et nous, on fait intervenir, du coup, le binomérisme. C'est pas eux, forcément, qui sollicitent d'emblée en disant qu'ils veulent les risques directement. Monsieur le maire? Problème de micro. Je vais essayer d'autres questions. Les médecins qui interviennent en ERISP sont-ils tous formés en soins palliatifs? Tout le monde n'a pas la formation, en tout cas, on a le soutien, du coup, sur l'HAD de différents médecins qui sont formés, eux, en soins palliatifs, pour le coup. Si on a une entrée, un appel à 7h30, est-ce qu'on fait vraiment l'entrée, docteur? Oui. Oui, oui. On fait l'entrée. La liste du matériel qu'on a en pharmacie et dans la voiture, Oui, oui, donc ça c'est possible de la communiquer. partager, hein. On s'est basé sur d'autres ERISP qui avaient déjà partagé les leurs et puis on a adapté nous à notre pratique et c'est un peu ce sera en constante évolution. Monsieur le maire, je pense qu'on vous entend. Voilà, Allez-y. je voulais rebondir sur le SAMU, c'est moi qui ai posé la question. Bon, j'ai un exemple typique, en fait, c'est une dame qu'on devait passer en dossier dormant. Le lundi ou mardi, vous deviez venir. Je suis en EHPAD. Et en fait, cette dame, elle s'est détricotée un vendredi en fin de journée. Et du coup, dans ce cas typique, si on vous appelle, de ce que j'entends, donc il n'y aura pas de présence médicale pour acter une prise en charge palliative. Pour nous, avec l'expertise des infirmiers, on voit bien que cette dame, elle est en train de partir, elle était encombrée, douloureuse, enfin voilà, la famille était là. Bon, elle est décédée assez rapidement. Mais du coup, est-ce que nous, on peut appeler le SAMU? Enfin, comment on peut faire? Nous, on appelle le SAMU, on leur dit voilà, cette dame, elle veut décéder à l'EHPAD. Et sauf que nous, on n'a pas de moyens techniques pour l'accompagner correctement. Ou est-ce qu'on vous appelle et c'est vous qui faites le relais que SAMU? Comment on peut lui venir en aide sur un temps court? Voilà. Et là, vous êtes médecin du coup Non, je en suis cadre EHPAD? de santé. Voilà. Cadre de Non, santé. on n'a pas de médecin co sur place. Le D'accord. vendredi après-midi, il n'y a plus de médecin disponible. Ou en tout cas, le médecin Ouais. traitant rarement peut venir quand même sur un temps court. Voilà, hein, c'est comme le mercredi. Donc, du coup, c'est vrai que c'est des vrais. Ou pendant les vacances. Mm. Donc, parfois, on se retrouve quand même avec des patients qu'on n'a pas forcément pistés, qui pouvaient se détricoter, on peut les sentir plus fragiles. À ce moment-là, voilà, on peut faire un dossier dormant et c'est vrai que vous intervenez très rapidement. Enfin, là-dessus, il n'y a pas de sujet. Mais parfois, il faut encore aller plus vite. Et sachant qu'on ne veut pas les hospitaliser parce que ça a été vu en amont, euh, sur Ouais, sur cette en effet, là, vous fenêtre-là. parlez d'une situation sur un week-end de ce fait-là. Ouais, voilà, un Partir week-end, du un week-end, pont, un jour férié pendant les vacances, parce que bien entendu, c'est toujours un vendredi à partir de 14h ou, ou un mardi soir ou mercredi, vous voyez, enfin, voilà. Sur ces types de fenêtres-là, ouais, je voulais avoir un peu plus d'explications. Nous, ça va être compliqué si on n'a pas d'évaluation médicale du patient, parce que pour le coup, on va pas prescrire, nous, à distance sur quelqu'un qu'on n'aura pas, enfin voilà, où on aura, en plus, on va être dans une période sur la nuit, le week-end, où on pourra pas avoir d'autres informations, c'est pas une question
de confiance ou pas envers les équipes des EHPAD, mais il va falloir qu'on puisse du coup intervenir rapidement. Alors, je dis ça, ça nous est quand même arrivé hein, sur des patients où potentiellement, en effet, on savait qu'ils allaient rentrer en dossier dormant. On nous appelle, les patients sont déjà marbrés. Enfin, je veux dire, cliniquement, on voit que là, la fin, elle est vraiment très, très proche. Évidemment qu'on va faire l'admission et les médecins d'astreinte sont toujours disponibles pour pouvoir échanger sur ces situations-là. On a des médecins d'astreinte 24 heures sur 24 hein, du coup, pour le coup en HAD. Donc, il y a toujours quelqu'un qui est disponible pour pouvoir essayer d'analyser la situation et vous aider au mieux à coordonner et voir si, en effet, ça peut être nous et on peut essayer de gérer. Des fois, ce qu'on fait, c'est qu'on va envoyer un de nos soignants, du coup, évaluer la situation et on va refaire un peu et potentiellement une téléconsultation, on va la refaire un peu le point. Et là, on va pouvoir mettre en place des prescriptions. Idéalement, c'est quand même mieux avec un avis médical au préalable. Mais là, comme vous disiez, c'est une situation où on savait que la semaine prochaine, en plus, elle allait rentrer potentiellement en dossier dormant et donc en HAD assez rapidement derrière. Et ça avait été validé par le médecin finalement, parce qu'avant qu'on vous appelle sur un dormant, de toute façon, c'est validé par le médecin traitant. C'est ça. C'est déjà dans la boucle avant C'est finalement. ça. Donc ça veut dire que c'est un dossier où on aura potentiellement, même à distance, beaucoup d'informations pour essayer d'orienter un peu. Ouais. Ça peut arriver que dans certaines situations, même sur un réveil de dossier dormant, on redemande quand même une évaluation supplémentaire parce que ça ne correspond pas à ce qu'on nous avait présenté. Mais le plus souvent, c'est quand même suffisamment bien ficelé pour qu'on puisse se mettre en place le plus rapidement possible. Ok, merci. On a une question. Comment faites-vous le week-end pour déterminer si le patient est en situation palliative sans le médecin référent? Il faudrait qu'on ait vraiment beaucoup, beaucoup d'informations. Alors, j'essaie de voir des exemples qu'on aurait pu avoir, mais généralement, c'est des patients qu'on avait déjà connus potentiellement sur l'HAD. Donc, on avait déjà une base. Un patient qui serait vraiment complètement naïf, c'est compliqué de se mettre en place, surtout au domicile. En EHPAD, on aurait beaucoup plus d'informations, comme on vient de le voir. Un domicile pur, c'est quand même beaucoup plus compliqué sur un week-end. Ouais. Est-ce qu'il y a encore des questions, des interrogations? Du coup, oui, excusez-moi, je prends la parole. Les infirmiers qui tournent sur cette équipe, c'est des infirmiers de l'HAD ou c'est des infirmiers dédiés à cette activité? Alors, pour le moment, ce sont des infirmiers de l'HAD, en sachant que c'est les infirmiers qu'on appelle J-experts, donc qui ont une expertise de l'ancienneté en HAD, qui ont été formés, quoi qu'il en soit, aux soins palliatifs. Donc, pour l'instant, il y a un roulement sur ces infirmiers experts pour intervenir sur les RISP. Et ça tourne sur combien de personnes, s'il vous plaît? Sur 4 personnes. Et en dehors de ces personnes, ce sont les IDEC qui prennent le relais pour Vous avoir voulez un dire- référent et RISP tous les jours. Donc, il y a toujours quelqu'un qui est mobilisable comme s'il était de permanence, quoi. C'est ça. Et parallèlement, il a d'autres missions. Cette personne, il fait du suivi de patients, il fait des entrées, ou il est fixé au bureau. Sur l'infirmier, quand il est vraiment quand il est dédié à l'ERISP, on ne met pas d'autres missions. Là, vu qu'on est encore sur un projet en développement, hein, il y a toutes les missions de gestion de matériel, d'inventaire matériel, de suivi des patients, d'actualisation des dossiers patients, de voir un petit peu ce qui sont devenus post-ERISP. Après, au niveau IDEX, c'est plus facile, entre guillemets, à donner des missions parallèles. Elles sont au bureau avec de la gestion de DAT, du suivi patient, etc. Ok. Merci. De rien. Et pareil, au niveau médical, il y a des médecins dédiés de permanence. On a aussi notre activité HAD du coup en parallèle. Tous les jours, du coup, il y a un médecin qui est joignable pour répondre aux sollicitations de l'ERISP. Et c'est lui qui se déplace. Ce sera pas forcément, ce sera forcément lui qui va se déplacer. Oui. Ok. Ouais. Et vous êtes beaucoup sollicité? C'est intéressant de savoir ça quand même. Bah Par là, c'est ce semaine. qu'on disait, là, depuis le début d'année, on est à une 35 sollicitations, là. Ça dépend, ça peut être 1 à 2 par jour ouvré, à peu près, ouais. Ok.
Alors, si l'HAD n'est pas possible, qu'on a des lits de repli, oui, alors ça peut être aussi une possibilité, c'est-à-dire que les patients de l'ERISP, alors pour l'instant, on n'a pas eu la demande, la plupart voulaient une fin de vie au domicile, mais ça pourrait être de temporiser au domicile le temps qu'il y ait une place sur les USP du secteur ou une admission sur un service, un autre service s'il y avait besoin pour le coup. Alors, qu'est-ce qu'il y avait? Ah oui, vous n'aviez pas compris sur les. On n'est pas tous, il y a pas tout le monde n'a pas au moins un début de soins palliatifs. Par contre, sur l'HAD, on est quand même plusieurs à être formés et à pouvoir être des personnes ressources du coup pour les médecins de l'ERISP qui ne seraient pas formés aux soins palliatifs. Après, sur l'HAD, on a quasiment la moitié de nos patients qui sont en situation palliative. Donc, même si certains n'avaient pas la formation initiale, ils l'ont eu au fur et à mesure. Comment est-ce que les médecins généralistes du secteur sont au courant du déploiement du service? C'est ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est qu'il n'y a pas forcément de... Alors, ça a été un peu sur le bouche à oreille principalement. Et là, pour le coup, ils nous ont appelés en fait pour de l'HAD classique. Nous, on est intervenu finalement en ERISP parce qu'on a jugé avec eux que là, c'était nécessaire et qu'ils avaient besoin d'une évaluation médicale. Et du coup, on leur a fait part de la possibilité de la création de cette équipe-là. Et du coup, c'est un gros travail de collaboration avec les acteurs du secteur, à force vraiment de collaborer avec les médecins du territoire. Sinon, il y a eu aussi une part de flyer qui a pu être Aussi. envoyée. Il y a eu une part de. Il y a le webinaire d'aujourd'hui où certains sont connectés. Est-ce qu'on a pu répondre à toutes vos questions dans le fil de la conversation? Je pense que oui. Allez un petit peu. Est-ce qu'il y a encore des questions avant qu'on clôture? De rien. Nous arrivons donc à la fin de ce webinaire. Nous tenons sincèrement à vous remercier pour votre présence, votre attention et la richesse de nos échanges. Merci à vous. Nous espérons que ce temps vous aura apporté des éclairages utiles et des pistes concrètes pour vos pratiques, pour ceux qui développent les RISP dans vos HAD. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions complémentaires. Vous pouvez mettre votre mail dans le fil de la conversation et en fonction, comme là, la liste du matériel, je vous l'enverrai à la fin. Et si vous avez d'autres questions ou autres, n'hésitez pas. Et nous vous souhaitons une excellente continuation et au plaisir de se retrouver lors d'un prochain temps d'échange. Bonne Merci journée beaucoup. à tous. Bonne journée. Bonne journée. Au revoir.